s'agit de Laurence Tubiana, présidente de la Fondation européenne pour le climat, coprésidente du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. Elle est également professeure à Sciences Po. Elle a fait une longue carrière de fonctionnaire dans les négociations climatiques internationales. Elle a accepté en 2019 de prendre cette coprésidence justement donc de la Convention citoyenne pour le climat, en parallèle de ses activités pour la Fondation européenne pour le climat, de soutien donc à la société civile. Alors, cette mise en place de la Convention citoyenne, juste quelques éléments, mais je pense que vous avez tout ça en tête. Elle a été donc mise en place en octobre 2019. Ça faisait suite au grand débat et la fracture révélée au sein de la société par la taxe carbone et tout le mouvement donc, des Gilets jaunes. Donc, il y a eu 150 membres qui ont été sélectionnés pour être représentatifs de la société française au sein d'un échantillon de 250 000 numéros de téléphone qui avaient été tirés au sort. Et l'objectif de la Convention citoyenne, c'est bien sûr de faire des propositions très concrètes en réponse à la fameuse question « Comment réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030 ?» et le tout dans un esprit de justice sociale, bien sûr. Alors, 150 propositions ont été diffusées en juin. Le président de la République a indiqué être prêt à en reprendre 146. Il y en a quelques-unes où il a fait valoir son joker, si on peut dire. Alors, je vais vous demander, Laurence Tubiana, je pense que vous êtes avec nous maintenant. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. Peut-être une première question sur vos retours sur les expériences de notamment la COP21. Donc, quel succès finalement, 5 ans après? Et est-ce qu'il faut avoir peur peut-être aujourd'hui du comportement de certains pays? Merci de cette invitation d'abord et de cette question qui permet de réfléchir. Au fond, on va fêter l'anniversaire de l'accord de Paris dans quelques mois. Et c'est vraiment important de se demander ce qui s'est passé depuis ces 5 ans, qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qui n'a pas avancé. Et ce que je peux en tout cas constater, c'est que 5 ans après, et malgré le retrait américain de l'accord de Paris, décidé par l'administration Trump, les objectifs de l'accord de Paris se sont vraiment imposés. On le voit puisque beaucoup d'entreprises, beaucoup de villes, de collectivités locales et des pays se sont engagés un par un pour cette neutralité climat pour 2050, c'est-à-dire de réduire les émissions nettes une fois qu'on a capturé éventuellement le carbone qu'on peut ou qu'on a décompté la capacité d'absorption des forêts ou des sols, eh bien, on doit être à zéro. Et ce zéro qui était dans l'accord de Paris, mais au fond, il n'était pas, ça a été un accord politique et diplomatique, mais pas un engagement. Et c'est ça qui s'est passé depuis 5 ans, particulièrement et je le vois maintenant encore davantage au niveau européen, où, comme on l'a entendu, la présidente de la Commission a donc annoncé le renforcement de l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre européennes pour 2030, pour être en cohérence justement avec cette neutralité climat en 2050, et que donc on va passer de 40 à moins 55% des émissions en 2030 par rapport à la base, qui est traditionnellement 1990. Alors, c'est ça qui a changé, c'est le fait que c'est pas seulement des gouvernements sur un papier, c'est beaucoup d'acteurs qui se disent, y compris les investisseurs, il faut le faire, il faut qu'on aille à net zéro, où est-ce qu'on en est, il faut qu'on avance. Et c'était ce que j'avais vraiment recherché dans la conception de l'accord de Paris, c'est que ça ne peut pas être des gouvernements tout seuls. Enfin, les gouvernements ne peuvent pas faire le changement de la société. La société doit changer à tous ses niveaux. Et c'est ça que je trouve très positif. Et évidemment, au plan européen, je peux dire que la mobilisation européenne, notamment dans la discussion de la sortie de crise, avec l'idée que le Green Deal, le pacte vert, c'est la feuille de route pour sortir de la crise, c'est-à-dire qu'on va vers une économie vraiment compatible avec. Ah, petit problème de connexion, ça arrive parfois. L'accord de Paris, de choses qui ont été positives. Et par exemple, il faut se rendre compte que 80% des nouveaux projets de centrales à charbon dans le monde ont été annulés. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, c'est bon, on a eu une petite coupure, mais ça y est, c'est revenu. Merci. Très bien. Donc, pour dire qu'il y a des solutions qui existent, elles sont en train d'être mises en place. Ça va simplement beaucoup trop lentement, comme nous le disons tous les jours, pour ceux qui s'occupent du climat.
Et il y a, je trouve, qui est peut-être encore plus important que tout, c'est une prise de conscience des opinions publiques, des citoyens, de l'urgence climatique. Et ça, il y a 5 ans, ça n'était pas vrai. C'était un grand accord, encore une fois, un grand succès diplomatique. Ça n'était pas quelque chose que pour ici et maintenant, pour les citoyens et la vie des citoyens d'aujourd'hui. Et je vois, notamment à travers cette COP Île-de-France, que les objectifs, la préoccupation, elle est de tous les citoyens. Et en tout cas, c'est l'objet évidemment de cette conférence que je trouve très positive. Oui, Alors, on en a d'ailleurs largement parlé ce matin lors de la première table ronde où effectivement tous les intervenants étaient d'accord pour dire qu'il y avait cette prise de conscience aujourd'hui qui s'était faite et l'urgence aussi et que 2050 c'était même trop tard et qu'il fallait vraiment agir rapidement. ah oui, il ne faut pas attendre 2050. Pour être à zéro en 2050, il faut faire les choses tout de suite et c'est un peu cette histoire de l'urgence. Alors évidemment, il y a, beaucoup de vents contraires. Évidemment, la politique américaine. C'est évident que la sortie de l'accord de Paris de Trump, qui au début n'a pas généré d'autres sorties de pays, hein, mais quand même, ça a un effet de domino. On voit l'Australie aujourd'hui dire mon plan de relance, c'est l'énergie fossile, c'est le gaz et le charbon. Il y a des pays qui, au fond, n'ont pas du tout. Tous les pays, cette année, devaient présenter des plans climat plus ambitieux que l'espèce de brouillon qui avait été présenté à Paris en 2015 et dont on savait qu'il ne suffisait pas. Donc, c'est pour ça qu'on avait donné 5 ans pour que tous les pays réfléchissent, voient l'évolution des technologies et puissent, et un peu de leur modèle de développement économique, et puissent revenir avec des engagements plus importants. Bon, évidemment, la politique Trump, ça a tout gelé, beaucoup. Et donc, c'est plutôt les pays les moins avancés, les petites îles et les pays européens qui ont dit, ben, nous, en 2020, on propose des engagements plus importants. Je vois que le Vietnam, par exemple, il y a 2 ou 3 jours, a fait une proposition tout à fait intéressante. Mais il y a un effet négatif américain. Et donc, du coup, les élections américaines et leurs résultats vont avoir un rôle très important dans la suite des événements pour le climat et en particulier la mobilisation de la Chine, qui évidemment, avant de s'engager davantage, notamment dans ce dialogue avec l'Europe, eh bien, la Chine, elle regarde les États-Unis et le résultat des élections aura une importance considérable. Donc, je crois que ce qui me paraît très bien, c'est que, en tout cas, l'Europe s'est engagée très clairement, notamment vis-à-vis de la Chine, sur ce qu'elle veut faire de toute façon. Et il y a évidemment un rôle de la diplomatie climatique qui a été évidemment complètement paralysé par la crise du Covid. Il faut reprendre son bâton de pèlerin, si je puis dire. Et il faut que, notamment dans la dynamique, je pense aux accords commerciaux en particulier, je pense au Brésil en particulier, il faut, je crois, qu'on montre au plan européen comme au plan français qu'on n'est pas prêt à faire de compromis avec ces objectifs, que tout le monde doit faire des efforts et que on collaborera ou on coopérera vraiment fortement avec les pays qui font des efforts. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes donc coprésidente du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. On aimerait vous entendre justement sur cette convention citoyenne, 3 mois après finalement. Quel est votre retour, on va dire, sur les mesures qui ont été proposées? Comment est-ce que vous voyez les choses évoluer? Alors, ce qui me paraît important, c'est que l'exercice qui soulève sûrement d'ailleurs encore des doutes, mais montrer que les citoyens choisis au hasard, lorsqu'ils avaient le temps de réfléchir, venaient avec des propositions qui apparemment paraissent surprendre, parce qu'on pense, notamment les responsables politiques pensent que, au fond, la société française n'est pas prête à changer. J'en veux pour preuve un exemple qui m'a frappé dans cette convention citoyenne. Ces 150 citoyens venus de partout, de tous les milieux, de tous les niveaux de diplôme, de tous les âges. Et ils sont sortis avec la conclusion quand même très forte qu'il fallait sortir, et c'est leur formulation, sortir de la dépendance de la voiture à la voiture individuelle. Alors, on se dit, c'est pas possible, les Français sont très attachés à leur voiture. Et puis, oui, c'est vrai, tout le monde est attaché à sa liberté de mouvement. Mais en même temps, quand on réfléchit, qu'on regarde le poids du secteur des transports et notamment des carburants dans les émissions de gaz à effet de serre, ben,
la conclusion logique, c'est de dire il faut qu'on trouve une autre solution pour se déplacer. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Donc je trouve que déjà, ce qui a été d'extraordinairement positif, c'est la maturité de citoyens, une fois qu'on leur a donné le temps et de temps de réfléchir et les informations pour réfléchir à partir de cela. Donc, en plus, pour vérifier, ma fondation a demandé, a exécuté un sondage auprès de ELAB, qui est les instituts de sondage français, pour savoir comment les propositions des citoyens étaient soutenues. Est-ce que c'était vraiment aberrant? Est-ce que ces citoyens ne représentaient finalement plus du tout les Français? Et les chiffres sont extraordinairement les mêmes. Et au fond, c'est à peu près ce qui s'est passé en Irlande lorsque la Convention citoyenne a discuté et du climat et, vous le savez, de la légalisation de l'avortement et du mariage homosexuel. Tout le monde pensait que la société irlandaise est très loin de ça. Et au fond, après cette réflexion, les sondages ont montré que les citoyens qui avaient travaillé, eh bien, ils avaient à peu près les mêmes opinions que les citoyens qui n'avaient pas été dans ce processus de travail. 89% des citoyens de la Convention veulent l'interdiction de la publicité pour les produits et les services les plus polluants. Opinion française, 80%, juin 2020, un donné juin 2020. Politique commerciale compatible avec nos engagements climatiques, 91% des citoyens, parce que donc il y a eu évidemment un vote, 83% des Français dans le sondage ELAB, toujours de juin 2020. Même chose, il faut vraiment, malgré la crise, lutter contre le changement climatique. Ça ne peut pas être c'est 69% des citoyens, même chiffre, un peu plus élevé d'ailleurs pour les Français. Et donc, bon, il y a cette image qui est fidèle et je regrette toujours qu'on prenne à partie ces citoyens en disant qu'ils ne représentent rien, qu'ils ont été manipulés. C'est leur faire... c'est ne pas leur faire crédit de leur maturité et de ce qu'est d'ailleurs la maturité de la société française. D'autre part, j'aimerais mettre l'accent sur le fait qu'il y a des domaines sur lesquels ils n'ont pas voulu trancher parce qu'ils ont estimé qu'ils n'étaient pas mûrs, ils n'étaient pas capables à ce moment-là, avec les informations et le temps de réflexion. Il y a eu deux sujets importants. Un qui a fait l'actualité ces jours-ci, la 5G, et l'autre, le temps de travail. Ils ont donc décidé qu'ils n'allaient pas proposer de faire une réduction du temps de travail qui paraît peut-être une des solutions pour notamment réduire l'impact des transports. Étant donné que les transports domicile-travail, c'est quand même l'essentiel de l'utilisation des véhicules. Et le débat d'ailleurs est ouvert en ce moment même en Allemagne, ouvert par le patronat à l'initiative du patronat. Et ils ont dit, bon, au fond, c'est une piste, mais on n'est pas capable de se prononcer. Et donc, on dit, il faudrait, en particulier, continuer le débat sur cette question de l'organisation du travail, du temps de travail, c'est-à-dire de la place du travail dans la société plus largement. Alors, 5G, on a pris à partie ces citoyens parce qu'ils ont demandé un moratoire. Pourquoi ils ont demandé un moratoire? C'est parce que tout simplement, on sait que la 5G consomme beaucoup plus d'énergie que la 4G. Elle a évidemment des avantages en termes de vitesse de communication, de capacité. Ils ont dit, oui, non, on ne sait pas, mais avant de se lancer, au moins, mettons tous les éléments sur la table et ayons un débat sur l'utilité, le pour et contre de cette innovation technologique. Qu'est-ce qu'on a besoin? Quels sont nos besoins réels, au fond? Il peut y avoir des besoins de l'État, sécurité en particulier, cybersécurité, on y pense beaucoup, mais il y a aussi les besoins réels des citoyens et de quoi on a besoin. Moi, je trouve que c'est un débat très sain et je regrette qu'on le caricature. Donc, je dirais que pour beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, je trouve qu'il est important de prendre ce travail des citoyens au sérieux. Il faut leur reconnaître l'investissement incroyable qu'ils ont mis. Ils continuent encore à y travailler, à suivre la façon dont les recommandations. Mais je voudrais vraiment faire un appel ici assez solennel. La société française n'est pas composée de citoyens ignorants qui n'auraient pas la capacité de réfléchir. C'est pas vrai. C'est l'inverse. Et si on faisait confiance davantage, si les responsables politiques, économiques faisaient davantage confiance aux citoyens, de les prendre pour des citoyens intelligents et matures, eh bien, on aurait une autre relation de confiance, celle qu'on n'observe pas, entre les citoyens et leurs représentants. Donc, je trouve qu'on est dans une période délicate.
J'espère que les parlementaires, le gouvernement, les acteurs économiques, et je sais qu'ils le font, hein, prennent au sérieux ces recommandations, ne les traitent pas comme si c'était des lubies, ne serait-ce que parce que c'est aussi comme ça qu'on construit la démocratie de demain. Alors, il y a quand même des propositions qui ont été peut-être un peu surprenantes. Je pense par exemple aux 30 km/h ou pour les avions. Vous savez, l'impossibilité de prendre donc l'avion si on pouvait avoir le train qui pouvait, alors pour 2h30, oui, mais pour 4h30, ça devient peut-être plus compliqué. Est-ce que vous avez été surprise de certaines des propositions? Non, pas vraiment, parce qu'au fond, vous regardez, quand on regarde, moi qui travaille surtout au plan européen maintenant, la discussion est partout. Elle est en Suède, elle est en Allemagne, elle est au Danemark, avec des tailles de pays très différents. L'idée qu'il faut quand même passer une partie du trafic de l'avion au train, ça devient. C'est comme le vélo, hein. Bon, il y a quelques années, on disait le vélo en ville, c'est vraiment pour les Néerlandais, ça, c'est pas pour nous. Bon, toutes les villes européennes aujourd'hui, de Milan à Madrid, en passant par Paris, d'autres grandes villes, se disent oui, il faut, si on veut un air à peu près respirable, il faut qu'on fasse une mobilité plus douce. Donc, de ce point de vue, non. Alors après, est-ce que c'est 2h30, est-ce que c'est 3h30? Bon, je vais souvent à Montpellier pour beaucoup de raisons familiales et j'y ai travaillé pendant longtemps. Le train Montpellier-Paris, c'est 3h15 à 3h30. Bon, ça va très bien, hein. Je veux dire, pourtant, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup et je pense que ça, c'était raisonnable. Bon, voilà, je crois que là-dessus aussi, il faut tout à fait revenir à une appréciation raisonnable de leur proposition. On a beaucoup crié, eux-mêmes d'ailleurs, avaient plein de doutes sur le 110 km/h sur les autoroutes. Mais je voulais juste rappeler qu'aux États-Unis, la moyenne sur les autoroutes, c'est 105 km/h. C'est aussi vrai au Royaume-Uni et personne ne crie à la régression verte. Donc voilà, je trouve que là aussi, ça peut se discuter, mais ça peut se discuter. On n'est pas obligé de penser que c'est extrême comme position, ça ne l'est pas d'ailleurs. Si on cherche une mesure qui fait des économies en termes de gaz à effet de serre et qui ne coûte rien et qui rapporte de l'argent aux ceux qui la mettent en place, très largement, c'est quand même la réduction de la vitesse. Mais d'ailleurs, on a eu un Premier ministre qui a plaidé pour ça il y a peu entendu, mais qui a plaidé pour ça il y a quelques mois maintenant. Et alors justement, en ce qui concerne finalement les propositions que le gouvernement, enfin le président de la République a souhaité ne pas voir retenues sur celle-là, quelle est votre position? Alors, j'ai plus la liste en tête, et puis c'est une cible un peu mouvante, je comprends, parce que la ministre de l'Environnement et le ministère sont en train de préparer le projet de loi. Vous savez, il y a des engagements qui sont d'ordre plutôt financier. Il y a eu des très bonnes choses dans le plan de relance, notamment les investissements dans le domaine de la rénovation des bâtiments. Ça, c'est vraiment en ligne avec les propositions des citoyens, donc c'est vraiment très bien. Donc, je dirais que moi, j'ai pas encore de vision de ce que va être finalement les choix du gouvernement. C'est un peu tôt. J'en parlais récemment avec la ministre de l'Environnement avant la fin des consultations sur le projet de loi pour le climat. Donc avant la fin octobre, on ne saura pas exactement où on en est. Donc on verra à ce moment-là. Ce sera d'ailleurs l'objet de la réunion de la session 8 de cette session finale de cette convention, où les citoyens auront tous les éléments dans les mains pour au fond juger de ce qui est advenu de leur proposition, ce qui a été pris, ce qui n'a pas été pris et pourquoi. Et cela, ça devrait se passer effectivement une fois que ces processus de consultation obligatoires dans la rédaction et la proposition de projet de loi seront achevés, de ce que je comprends, dans le courant du mois d'octobre. D'accord. Alors, une dernière question, évidemment, par rapport à cette COP qui se tient aujourd'hui, cette COP de la région Île-de-France. Vous, avec votre expérience, avec votre historique, votre histoire, comment est-ce qu'à votre avis, on peut faire de cette COP régionale, justement, un succès? Que faire des propositions qui vont en émerger? Quelles sont, d'après vous, les propositions peut-être les plus importantes, d'ailleurs, qui doivent en émerger? Alors, je suis vraiment convaincue que l'échelon local, il est central dans la transition écologique. Complètement convaincue. Et les régions, elles ont beaucoup de choses dans les mains, notamment en partie de transport, d'urbanisme, d'aménagement et de formation professionnelle. Donc, je trouve que
associer les citoyens, faire des COP, sous la forme qu'on voudra, mais que l'échelon régional devienne un échelon vraiment vibrant de débat sur la transition, c'est tout à fait essentiel. C'est pas la première fois, hein, je sais que la région Île-de-France a déjà beaucoup fait dans ce domaine, mais il me semble que du coup, on voit les priorités, hein, soutenir financièrement les besoins pour la rénovation énergétique, c'est très important. Le gouvernement a annoncé des budgets qui vont pour l'instant être d'abord focalisés sur les bâtiments publics, parce qu'il y a beaucoup à faire, mais il y a aussi les particuliers qu'il ne faut pas oublier. Donc, à mon avis, il y a des choses à faire pour l'Île-de-France, notamment pour les foyers en situation de précarité. Ça me paraît être une priorité très importante. Développer les transports durables, l'intermodalité, vraiment, la région peut faire, mais elle peut faire encore beaucoup plus. Je pense qu'elle pourrait utiliser notamment beaucoup plus les fonds européens. Dans les prochains fonds de transition européens, on pourrait avoir vraiment une ligne de développement de transport durable que les régions pourraient utiliser. Je crois que la restauration collective et l'agriculture bio, qui est souhaitée par beaucoup de personnes, simplement, le bio, ça paraît cher, et donc il faut trouver les moyens de donner l'accès à cette alimentation plus saine. Donc la restauration collective, la modération dans la consommation de viande. Je ne suis pas une végétarienne, mais je pense que c'est bien d'essayer, pour des tas de raisons, et de santé et de climat, de réduire notre consommation, de manger une viande de bien meilleure qualité, mais moins. Et puis, se faire un plan, la région à 2050, comment on y va, quoi. Donc ça me paraît très, très bien. Je trouve de surcroît que la société, et au fond, l'échelon régional permet de le comprendre, de le sentir, de l'éprouver. Vous voyez, 62% des sondés, cette ELAB, enfin Kantar et le Destin commun, qui est une autre des sociétés avec lesquelles on a travaillé après la Convention et juste après la fin du confinement en France, 62% des sondés pensent qu'il faut que la crise sanitaire ait l'occasion d'apporter des changements importants en France. Mais ils sont que 30% à croire à la concrétisation de ce changement. Et je trouve que ça, c'est fondamental, que les responsables politiques, et en particulier à l'échelon régional et local, qui est si important, pensent à ça. Comment on redonne de l'espoir dans le changement aux citoyens qui sont ceux avec lesquels vous travaillez. Donc, associer les citoyens de l'Île-de-France à cette vision de la trajectoire de la région, les associer à tous les projets, je pense que c'est ça qui va permettre de redonner quand même une confiance dans cet avenir et pas juste penser qu'on pense qu'il faut qu'il y ait un changement, mais il ne va pas y arriver. Il ne va pas arriver, pardon. Vous dites qu'il faudrait utiliser davantage les fonds européens. Vous avez le sentiment que ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui? Oui, ils sont sous-utilisés très largement. Ce n'est pas le cas seulement de la région Île-de-France, mais c'est aussi le cas. On peut faire beaucoup plus. On peut avoir un effet de levier avec ces fonds européens, notamment sur les fonds FEDER, enfin ces fonds régionaux, qui peuvent être beaucoup plus dynamiques. En tout cas, j'encourage la région à le faire. Dans les mesures dont on a beaucoup parlé ce matin, il y a notamment l'idée de développer les transports, et notamment les transports hydrogène. On a beaucoup parlé de l'hydrogène ce matin. Ça aussi, c'est quelque chose que vous n'avez pas cité, mais c'est une voie d'avenir. C'est une voie d'avenir, mais c'est une voie d'avenir. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus près, évidemment, sur tout ce qui est l'électrification du transport à base de batteries. L'hydrogène, on voit qu'il y a certains trains régionaux qui circulent en Allemagne avec de l'hydrogène. On n'en est pas encore vraiment au déploiement important de cette énergie, enfin de cette forme d'utilisation de l'énergie, puisque l'hydrogène, il faut le produire à partir de quelque chose, par exemple des renouvelables ou d'une autre source d'électricité. Donc, c'est vraiment très bien. Moi, j'encourage beaucoup à ce que les partenariats se fassent aussi au niveau européen, parce qu'il faut quand même beaucoup d'investissements pour arriver à rendre cette forme d'utilisation de l'énergie compétitive. Ça pose plein de problèmes, hein, de stockage, d'approvisionnement, etc. Mais il faut vraiment un gros effort européen. Alors, il commence. Moi, je crois qu'il faut vraiment travailler en partenariat et j'y crois. Je crois aussi qu'il faut vraiment réfléchir sur les choix qu'on fait maintenant. Notamment, je pense au chauffage, qui est un très gros sujet difficile, hein, c'est un très gros émetteur de gaz à effet de serre. On se tourne souvent vers le gaz, et une fois que si on veut pas
si on se débarrassait des chaudières à fioul, enfin. Mais c'est un piège à terme, hein, parce que le gaz, ça émet aussi beaucoup de gaz à effet de serre. Donc, y a des choses à réfléchir sur les décisions d'aujourd'hui, où est-ce que ça va pour demain. Et par ailleurs, je pense que le plan de relance de la région, hein, sur les entreprises, l'innovation, sur les TPE, je trouve ça très important parce que souvent, c'est quand même seulement les très grandes entreprises qui bénéficient de ces fonds de relance. Donc là, la région a un rôle tout à fait important à jouer. L'accélération du retour à l'emploi, notamment à travers la formation professionnelle, parce qu'il y a une transition vers les nouveaux métiers à assurer. Et puis, effectivement, cette relance écologique des transports, moi, je trouve ça très important. Et je trouve que, vous voyez, aujourd'hui, puisque je travaille au niveau européen, je plaide pour que chacun définisse son Green Deal, son pacte vert. Je crois que c'est une réflexion de la région. C'est très important. Ce pacte vert, ce n'est pas une initiative bureaucratique de l'Union. En tout cas, ça ne pourra pas marcher comme ça. Ça ne peut marcher que si c'est vraiment traduit, construit au plan local, au plan national, et évidemment, du coup, le plan européen, il sera d'autant plus fort et d'autant plus transformationnel si ça a été construit dans chaque territoire. Alors depuis ce matin, donc, je vous l'ai dit, vous pouvez participer, poser des questions. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser à Laurence Tubiana. Si c'est le cas, évidemment, c'est le moment. Donc n'hésitez pas à intervenir. Peut-être que son exposé était suffisamment complet pour que vous n'ayez pas forcément besoin de questions. Mais dans ces cas-là, peut-être un mot de conclusion, Laurence Tubiana? Eh bien, d'abord, je me réjouis de l'exercice que vous avez conduit aujourd'hui, enfin cet exercice de la COP Île-de-France. Ça rejoint parfaitement ma conception de ce que devraient être les conférences des partis pour le climat, c'est-à-dire, encore une fois, ça doit associer tous les acteurs. Il me semble, et c'est très important, qu'il faut réfléchir à nos nouveaux modèles de gouvernance, comment on associe les citoyens, pas seulement comment on les consulte et puis après ça s'arrête, mais comment au fond ils deviennent des acteurs de la transformation eux-mêmes. Et c'est ça qui va générer cette dynamique. Tout le monde a peur du changement, tout le monde a peur du changement. On a peur de perdre, on a peur de ne pas savoir. Et c'est en faisant un débat collectif actif à tous les niveaux que du coup ce changement qui est nécessaire, hein, il faut vraiment qu'on change, hein, il faut vraiment qu'on accélère la lutte contre le changement climatique. On regarde les feux en Californie, les inondations dans beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est aujourd'hui, la sécheresse, y compris en France. On ne peut pas continuer comme ça. Enfin, il n'y a pas de solution positive à continuer comme ça. Donc, pour que ce changement, ça devienne un projet collectif, il faut qu'on associe tout le monde et il faut donc qu'on change un peu notre gouvernance parce que ça ne pourra pas être décidé d'en haut. En tout cas, c'est ma conviction personnelle et je trouve que c'est le moment de l'exercer. Donc, bravo aux exercices de consultation et de débat. Je trouve qu'ils sont toujours extraordinairement importants. Eh bien, merci beaucoup. Merci d'avoir été parmi nous. On peut l'applaudir.